Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Elle avait 27 ans quand elle est partie et 35 ans quand elle est revenue. Florence est la première femme à avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop. 8 ans en continu, sans revenir en France. Elle pensait partir pour 2 ou 4 ans maximum, mais finalement cette aventure a bien duré 8 ans. Faire le tour du monde, c'est le rêve de Florence depuis qu'elle est adolescente. Comme beaucoup, elle a repoussé ce rêve à plus tard, jusqu'à sauter le pas à 27 ans. Pourquoi le faire en stop ? Tout simplement pour économiser son argent et rencontrer des gens. Et finalement, c'est aussi devenu un challenge. Il n'y a pas eu un déclic, mais 2 prises de conscience. Florence était freelance, journaliste reporter d'images pour France 3. Et à cause des restrictions budgétaires au sein de son entreprise, elle a commencé à avoir moins de travail et plus de temps pour penser. Mais surtout, elle réalise qu'elle n'avait pas envie de se démener pour trouver plus de missions. Puis, le vrai déclic, c'est le jour où elle s'est entendue dire à ses amis, pour la 1000e fois, « Moi je rêve de faire le tour du monde ». Et à ce moment-là, s'entendre dire ça de nouveau, c'était la fois de trop. Ça fait des années qu'elle disait ça aux gens, sans le faire. Elle a donc décidé de se lancer. Et elle a commencé son tour du monde en cherchant un bateau stop, sans avoir de destination précise en tête. Et son premier pays fut le Brésil. Des péripéties, elle en a rencontré plus d'une. Comme se retrouver face à des grizzlies, un rhinocéros, être emportée par le courant d'une rivière, ou encore bloquée en haut d'un glacier. Être la première femme à faire le tour du monde uniquement en stop pendant 8 ans, c'est plus qu'une aventure, c'est un exploit. Salut Florence. Salut. Écoute, c'est hyper cool de te recevoir au micro du podcast Les Locomotives, je suis vraiment hyper contente. Est-ce que tu peux te présenter Florence s'il te plaît en quelques mots ? Ouais, alors je m'appelle donc Florence Renaud et je suis la première femme à avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop. Donc en autostop, bateau stop, avion stop. Et ça m'a pris 8 ans continu sans revenir en France. Et là, je viens juste de finir ce grand tour du monde en stop et de revenir il y a quelques semaines. Exactement. Bon, du coup, t'imagines bien que pendant cet échange, on va forcément parler de cette aventure folle que t'as vécue. Et on a envie de comprendre du coup, pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi tu as mis en place ce projet complètement dingue, et surtout, quel a été, si tu veux, le déclic pour sauter le pas, parce que j'imagine qu'on se lance pas comme ça. Alors, en fait, ce qui est surtout dingue, c'est je pense la durée, mais au départ, je pensais que ça allait prendre seulement 2 ans et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était impossible que ça tienne en 2 ans. Je me suis dit: «Non, ça va être au moins 3 ou 4 ans dès le départ, vu les distances» et après ça s'est rallongé, rallongé, rallongé. Et après, le tour du monde, parce qu'en fait, moi, c'était mon rêve depuis, que j'étais ado. Enfin, ça faisait hyper longtemps, en fait, que je rêvais de faire un tour du monde. En fait, j'avais juste repoussé d'année en année. Donc voilà, fallait que je finisse mes études. Ensuite, j'ai trouvé un travail. Ensuite, il fallait gagner de l'argent. Donc voilà, du coup, je suis partie seulement à 27 ans. Mais en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire. Et en fait, j'ai essayé de tout faire en stop, parce que je me suis dit que si je voulais voyager longtemps sur la durée, j'avais intérêt de, pas payer les transports. Donc je me suis dit: «Ce sera soit à pied, soit en vélo, soit en autostop» et comme j'avais l'habitude de faire de l'autostop et que c'est un super moyen pour rencontrer les gens, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais faire le tour du monde en autostop» et du coup, je vais en faire un défi. Ouais, c'est juste incroyable. Et avant ça, du coup, tu étais reporter pour France 3 et tu avais déjà beaucoup voyagé? Ouais, bah, en fait, j'avais beaucoup voyagé. Alors, j'étais journaliste reporter d'images pour France 3. Donc pendant 2 ans, en fait, j'ai fait, en gros, le tour de France où je faisais des remplacements un peu partout en France pendant 2 ans et avant ça, j'ai beaucoup voyagé en Europe. J'avais fait un voyage aussi de 1 mois en Égypte, 2 mois en Asie. J'étais partie où d'autre? Je sais plus et après j'ai vécu 2 ans en Allemagne et j'ai vécu 6 mois en Angleterre. Donc j'en étais pas à mon, 1er voyage, quoi. Donc j'ai fait les choses, progressivement. Toi, j'ai eu des petits voyages, des plus grands voyages, des expériences de vie à l'étranger et puis ensuite je suis partie pour réaliser ce tour du monde.
Et alors du coup, tout à l'heure, je te disais, quel a été vraiment ton déclic, pour te lancer? Donc même si tu me dis effectivement, normalement ça aurait dû durer, 2 ans et ça a duré 8 ans. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es barré, tu as quitté ton job et tu tu parti, quoi? Alors en fait, c'est pas un truc, il y a eu plein je peux te dire le dernier truc du dernier jour où j'ai décidé, mais il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu plusieurs déclics. Un des déclics, c'est que je bossais à fond, pour France 3 et comme j'étais en freelance, il y a un moment, restriction budgétaire, ils ont arrêté d'appeler tous les freelances pendant, 4 mois, 3 4 mois. Ah ouais, dur. Donc là, je me suis dit: «Merde, faut que je trouve du boulot ailleurs» et là, j'ai commencé à chercher, mais franchement, j'avais aucune motivation et je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas sûre de vouloir travailler. En fait, j'ai envie de me marier, faire le tour du monde». Donc voilà, mais en fait, du coup, ça a émergé un peu plus. En fait, du coup, j'ai du temps pour penser et du temps pour me dire: «Bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire». Après, le boulot a repris pendant à peu près 6 mois, et un jour, j'ai eu un déjeuner avec des collègues et on parlait de voyage parce qu'ils étaient aussi à fond voyage et là, je me suis entendue dire pour la 1001e fois, raconter: «Ah oui, moi, je rêve trop de faire le tour du monde et tout» et en fait, enfin, je sais pas, en fait, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit: «Mais oh la honte, quoi!» Enfin, tu sais, ça fait genre la quand tu le dis depuis la 1001e fois, enfin, ça craint un moment, soit tu te tais, soit, tu Ouais, passes bien le pas, sûr. quoi et du coup, je suis rentrée chez moi le soir et je me suis dit: «Faut que je me fixe une date et que je m'y tienne» et en fait, on était au mois de attends, on était fin mars, avril, mai, juin, ouais, c'est ça. On devait être fin mars et je me suis dit: «Bah, vas-y, 3 mois, c'est bien». Je me fixe le 1er juillet comme date de départ. Ça me laisse 3 mois pour, voilà, mettre le préavis pour mon appart, pour, prévenir les gens, pour, tu vois, m'occuper des vaccins, du sac, de machin, des préparatifs et je me barre dans 3 mois. Incroyable, incroyable. Et est-ce que tu avais préparé un itinéraire ou pas du tout? Alors oui, mais je l'ai pas fait tout de suite parce qu'en fait, donc je me suis dit, vu que j'avais déjà fait de l'autostop, mais j'avais jamais fait de bateau stop, je me suis dit: «Je vais commencer par le plus dur qui est le bateau stop», donc traverser l'Atlantique. Donc le départ, j'ai commencé à chercher en fait un bateau stop pour traverser l'Atlantique, donc j'ai trouvé un voilier finalement et en fait, je savais pas où est-ce qu'il allait m'emmener. Donc moi, j'avais juste mon je voulais trouver un voilier pour traverser l'Atlantique, mais tu vois, je savais pas si j'allais arriver aux États-Unis, au Brésil, dans les Caraïbes. Donc C'est complètement j'ai fou. donc voilà, donc après, une fois que je suis arrivée au Brésil, donc une fois que j'ai trouvé le bateau, que je suis arrivée au Brésil, là, une fois au Brésil, j'ai tracé mon itinéraire. Mais alors attends, comment tu trouves un bateau stop? C'est-à-dire que tu es sur le quai et tu vas voir les gars en disant: «Coucou, est-ce que vous partez bientôt? Est-ce que, si c'est le cas, je peux venir avec vous?» Alors, bah, ça, je l'ai fait plus alors pour le tout début, pour la transatlantique, non, j'ai pas fait comme ça, j'ai trouvé par internet, mais toutes les autres fois, j'ai fait comme ça. En fait, c'est ce qui marche le mieux, c'est vraiment, à l'ancienne, quoi, d'aller, parler aux marins dans les ports de plaisance et discuter avec les gens et de trouver comme ça. Là, j'avais trouvé par, internet, il y a des sites internet, de comment on va dire? De covoiturage, si on peut dire ça comme ça. Mais souvent, c'est payant. Souvent, les mecs, ils demandent, entre 15 et 25 € par jour. Mais parfois, il y a des annonces qui sont gratuites où, donc là, comme c'était le cas, en fait, c'était un bateau neuf, construit en France et en fait, le skipper, lui, était payé pour convoyer le bateau au Brésil et du coup, il avait besoin de 2 équipiers bénévoles pour se relayer, la nuit, tu vois? Pour, dormir et parce qu'en fait, 24 heures sur 24, tu as besoin de quelqu'un qui surveille le bateau. Ouais, bien sûr. Et tu as pas besoin de connaissances spéciales. Enfin, en gros, faut regarder si, tu sais, tout est électronique, quoi. Donc tu regardes sur, l'écran LCD si, l'intensité du vent, elle a augmenté, si, tu es toujours dans la bonne direction, si, il y a pas un cargo, qui te coupe la route devant, enfin, tu vois? Donc voilà et après s'il y a un truc qui va pas, ou s'il y a un bruit bizarre ou quoi, tu réveilles le capitaine. Mais en fait, il y a pas besoin d'avoir vraiment de connaissances pour être équipier. Ouais, Donc d'accord. voilà. Donc du coup, moi, j'ai trouvé, grâce à des mails que j'ai envoyés, grâce à une petite vidéo de présentation que j'ai fait avec une amie, parce que je m'étais dit: «Ouais, si j'envoie des mails, tu vois, je vais pas me démarquer». Donc on avait fait une petite vidéo marrante avec une amie en me disant: «Bon, au moins, il regarde la vidéo, tu vois, il voit ma tête, il me voit parler» et en fait, ça a marché. En fait, il y a une compagnie de convoyage, à qui j'ai envoyé mon mail. Ils ont vu la vidéo et ça les a fait marrer et ils ont envoyé ça à un capitaine et voilà et du coup, j'ai une proposition, j'ai eu un mail, d'un capitaine qui me dit: «Écoute, je pars la semaine prochaine pour le Brésil, si ça t'intéresse, appelle-moi à ce numéro». Donc voilà, donc je l'ai rappelé direct. Et tu ressens quoi à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu réalises vraiment ce que tu t'apprêtes à faire? C'était il y a longtemps, hein. Oui et non, parce que même, en fait, si j'avais prévu quelques mois à l'avance, en fait, ça faisait quand même des années que tu vois, que j'y pensais, donc j'avais quand même un peu réalisé. Hem Je sais plus, je me suis juste dit non, en fait, moi, j'ai pensé tout de suite, je me suis rattachée au côté pratique, tu vois?
Je me suis dit: «Putain», je viens de dire oui au mec au téléphone, j'habitais encore à Paris, j'avais pas fait mon déménagement. Le bateau, en fait, il fallait qu'on se retrouve le 1er juillet, tu vois? En plus, c'est marrant, c'était pile la date que je m'étais fixée, tu vois? Ah ouais, Et parfait, le signe de pour la se vie. retrouver le 1er juillet et donc mon déménagement était prévu, mais mon déménagement était déjà prévu, mais 3 jours plus tard, mais tu vois, il était pas encore fait. J'avais le mariage d'une amie d'enfance, le week-end juste avant mon départ, donc pareil, tu vois, j'ai été genre prise tout le week-end. Je me suis dit: «Mais comment je vais gérer ça en une semaine?» Et en même temps, j'avais même pas de sac à dos, tu j'avais même pas de sac pour voyager, enfin, tu vois, genre, gros n'importe quoi et je me suis dit: «Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment genre the opportunité» et en plus, c'est génial, tu vois? Il va au Brésil, c'est génial de commencer par le Brésil. Ah ouais, c'est génial, c'est clair. Et je me suis dit et en plus, c'était une chance de dingue parce que, normalement la saison en fait, il y a des saisons pour la voile, c'est plutôt entre septembre et décembre. Mais ça, c'est plutôt pour les Caraïbes. La plupart des gens qui traversent l'Atlantique vont dans les Caraïbes. Mais pour le Brésil, en fait, tu peux traverser toute l'année, mais il y a pas 36 000 personnes qui vont au Brésil. Donc voilà, donc je me suis dit franchement, c'est une opportunité de pouvoir partir déjà en juillet et de toute manière, je m'étais fixé le 1er juillet, pardon et de toute manière, je crois que je me sentirai jamais prête complètement. Enfin, je suis partie, je me suis dit: «Mais je pars complètement à l'arrache, il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait». Tu sais, j'avais commencé à créer un site internet, enfin un blog. Tu vois, j'avais juste commencé, enfin, j'avais pas le truc était pas publié, il existait pas encore, enfin, tu vois? Donc j'ai tout fait à l'arrache et en même temps, je me suis dit: «Bah ouais, mais en même temps, tu peux jamais être prête à 100 donc c'est pas grave, je fonce, quoi». Ouais, c'est clair. Tu peux je pense effectivement, c'est tellement gros comme projet que est-ce que tu es vraiment Ouais, prête un jour? Je sais pas quoi. ouais. Et le fait de partir seule, ça te faisait pas flipper? Et bah si, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai repoussé mon voyage, parce que je me disais: «Ouais, faudrait que j'attende d'avoir un copain pour le faire». Donc voilà et puis en même temps, à bout d'un moment, en fait, j'ai renversé le truc dans ma tête. Je me suis dit: «Ouais, mais en fait, ça tombe bien, au contraire, j'ai pas de copain, donc c'est Ouais, tu as maintenant pas qu'il faut que je le d'attache? fasse». Ouais, voilà, j'ai pas d'attache, faut que je fasse maintenant parce que imagine, j'ai 27 ans, si je rencontre, l'homme de ma vie et je me retrouve, bloquée en France et tout ça, faut que je me barre maintenant. Bon, quoique c'est un peu con parce qu'en fait, tu peux très bien voyager avec ton mec, mais après, il faut juste que ton mec ait aussi envie du même projet, quoi. Bien Sachant sûr. que le tour du monde en stop, pendant plusieurs années, tu vois, c'est un peu spécifique, c'est pas non plus tout le monde qui veut faire ça. Et Ouais. après, moi, dans mes amis, et bah, j'ai pas vraiment proposé à des amis de le faire avec moi. Mais j'ai évoqué et en fait, tous de toute manière, ils avaient, bah, soit des projets différents, soit pas le temps, soit pas l'argent donc voilà et moi je me suis dit à un moment, ben, en fait, moi c'est mon projet à moi. Enfin, tu vois, je vais pas attendre que quelqu'un, veuille bien le faire avec moi pour le faire, je le fais puis on verra quoi et en fait, j'ai plein de potes qui m'ont dit: «Mais, t'inquiète, on viendra, on te rejoindra» et j'étais là: «Ouais, ouais», enfin, tu vois? Tu sais, ils disent ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment me rejoindre? Et en fait, il y a vraiment beaucoup d'amis qui m'ont rejoint. Donc tu vois, Ah c'est ouais? cool. C'est génial. Ouais, j'ai pas mal d'amis qui m'ont rejoint un mois par-ci, un mois par-là, donc j'ai revu du monde quand même pendant mes 8 ans de voyage. Ça, c'est parfait. Mmh. Et tout à l'heure, tu me disais, il y a mon chéri dans la pièce, mais alors du coup, c'est quoi cette love story? Tu l'as rencontré en plein, en plein voyage? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, Ah! il est J'adore. Kenyan et on s'est rencontrés, en voyage et je l'ai embarqué avec moi. Parce que lui, il voyageait pas à l'époque. Il travaillait en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, du coup, je suis partie en Australie quand même et il m'a rejoint en Australie et après on a voyagé ensemble et après il y a pas été toujours donc en fait, c'était déjà la moitié du voyage, tout ça. Ça faisait déjà, 4 ans que je voyageais. Et après les 4 années, passées, on n'a pas toujours été ensemble, mais quand même la plupart du temps, quoi. Et en fait, il me rejoignait par endroits, tout ça. Lui, il partait bosser de temps en temps et après pendant quelques mois et après il me rejoignait et voilà. Mais c'est incroyable et ensuite, il est rentré en France avec toi alors? Bah, non, pas vraiment, parce que le dernier mois, j'étais à nouveau le dernier mois de mon voyage, j'étais à nouveau toute seule. Il m'a rejoint à Biarritz, enfin à la frontière. Enfin, en gros, le premier jour où je suis arrivée en France, donc le 14 juillet, 2021, là, cette année, il m'a rejoint on s'est retrouvés à Biarritz, quoi. Mais D'accord, lui était OK. déjà en France depuis un mois. Il est arrivé avant moi en France. D'accord et là, du coup, tu vis plus à Paris, tu vis à Biarritz maintenant? Non, je vis à Orléans. Tu vis à Orléans, donc rien à voir. OK. Non, non, je dis juste Biarritz parce que Biarritz, c'est la première ville après, la traversée de la frontière, donc c'est à 30 kilomètres de la frontière, Ah! donc c'est là où j'ai passé la première nuit. Mais non, non, moi je suis originaire d'Orléans, donc c'est là où j'avais commencé mon tour du monde, donc c'est là où je l'ai fini et c'est là où j'habite en ce moment. D'accord, OK. Bon et si on revient pendant ces 8 ans complètement dingues, donc tu es là, tu es toute seule, tu fais le tour du monde, tu rencontres parfois des potes qui t'ont rejoint, au bout du monde, c'est assez cool. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, je sais pas, j'imagine que tu as rencontré plein de péripéties, donc j'imagine que tu as plein d'exemples, mais est-ce que, je sais pas, peut-être les péripéties qui t'ont fait le plus flipper déjà pour commencer, pendant ces 8 ans, est-ce que tu peux nous raconter, quelques péripéties?
Bah, il y a des trucs qui m'ont bien fait flipper dans la nature. En fait, moi, j'aime bien faire des randos, pendant plusieurs jours, donc genre partir dans des parcs nationaux juste avec, mon sac et ma tente et la nourriture et je pars, pendant quelques jours et je l'ai fait pas mal seule. J'aime bien aussi me retrouver genre, toute seule dans la nature et ouais, je me suis fait des frayeurs. J'ai été 2 fois, face à des grizzlies. Je me suis Mon Dieu. retrouvée une fois à traverser une rivière pour faire en fait, j'avais plus à passer. Il y avait une petite rivière qui paraissait toute petite, mais en fait, le courant était hyper fort et je me suis fait emporter par le courant et j'ai hurlé pour que des gens viennent. J'arrivais pas à me sortir de l'eau, tu vois? Tellement le courant était fort. Ah là J'ai là. hurlé il y avait un camping pas loin. En fait, c'était la fin de la randonnée. J'étais partie et en fait, il avait bref. Donc j'ai hurlé, mais toi avec le bruit de l'eau, enfin personne m'entendait et là je me suis dit: «Mais en fait, vas-y, il faut que je pousse toutes mes forces, sinon, je me fais emporter par la rivière, quoi». Donc ça aussi, j'ai bien flippé. Bon après quand tu es en mode survie, tu arrives à trouver des forces que tu pensais que tu avais pas et tu arrives à te sortir du truc, C'est quoi. sûr, c'est sûr. J'ai fait quoi? Après j'ai fait mais tu vois, c'est des trucs des erreurs de débutants un peu pareil, en erreur de débutant, tu vois, j'ai traversé un glacier, sans chaussures à crampons. Donc pas de souci à l'aller. En fait, j'avais demandé, il y avait un petit centre, de trucs c'était dans un petit village, mais il y avait un petit centre genre, de touristes et ils m'ont dit: «Ouais, tu peux y aller et tout parce qu'il y a eu pas mal de soleil ces derniers jours, donc toi, ça a un peu fondu, donc du coup, tu devrais adhérer juste avec tes chaussures». Je fais: «Cool». Je m'avance sur le glacier, tout ça, je le traverse. C'est grand, hein, un glacier, ça fait plusieurs kilomètres, de long et il y a des crevasses, hein, donc il faut quand même faire gaffe, mais en effet, c'était vrai, ça adhérait pas mal. Donc pas de souci pour traverser le glacier, sauf que je partais pour une rando de 3 jours et qu'au retour, fallait que je revienne par le même chemin, sauf que j'avais pas pensé qu'il allait pleuvoir entre-temps Oh et en là fait, là. il a plu toute la deuxième nuit et du coup, bah, le lendemain, tout était archi verglacé et moi, j'avais pas de crampons et d'une part, j'ai pas réussi à m'orienter, sur la glace, c'est pas obligatoirement évident de te retrouver, où est-ce que tu étais, donc j'ai pris un autre chemin et à un moment, je me suis retrouvée face à un mur de genre, tu vois, 2 mètres, 2-3 mètres de haut. Donc j'ai dû faire des petits trous avec le bout de mes chaussures pour essayer de creuser un escalier, Ah ouais, d'accord. de pas tomber et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, au pire, je vais peut-être pas mourir, mais si je tombe dans la crevasse, en fait, personne va jamais me retrouver, même si tu te casses un bras ou un truc ou que tu es au fond de la crevasse, en fait, si tu as personne d'autre», donc là, je me suis fait un peu une grosse, grosse frayeur aussi, quoi. Donc voilà et en plus, j'avais pas de en fait, la glace, quand tu tiens la glace, en fait, ça te cisaille les mains, en fait, ça coupe, tu vois, la glace Eh ouais. et donc voilà, j'ai réussi à me hisser, mais tu vois, je me suis hissée, j'avais les mains en sang pour me sortir du truc. Enfin bon, bref, la Waouh! grosse galère, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Mais en gros, tu une aventurière de dingue, quoi. C'est pas ça a pas commencé Bah, pendant ce voyage, tu après oui, mais après, toi, c'est aventurière de dingue. Après, c'est un peu les erreurs de débutants, quoi. Enfin, le ouais, truc, c'est que enfin bon. j'avais jamais c'était mon deuxième fois que je traversais un glacier. La première fois que j'en avais traversé un, c'était avec des chaussures à crampons, voilà, là, j'ai traversé sans chaussures à crampons. Mais oui, en fait, quand Waouh! tu passes du temps dans la nature, bien sûr, il t'arrive des petites histoires, quoi. J'ai eu quoi? Une rencontre avec un hippopotame aussi en Afrique. Alors je savais pas, en fait, j'ai su après, en fait, l'hippopotame, c'est l'animal le plus meurtrier en Afrique, Sérieux? avant le lion. Ouais, il y a énormément des milliers d'accidents d'hippopotames tous les ans et en fait, ça a des énormes mâchoires, ça a des dents de dingue, beaucoup plus grandes que les dents de lion, tu vois? Et Ah d'accord. en fait, j'ai fait un truc mais alors j'étais pas là pour l'hippopotame, j'étais en train de prendre des photos d'un éléphant et c'était à la sortie d'un village, tu vois? Et je prends une photo d'éléphant, trop bien, il est pas loin, je me camoufle derrière les petits arbres et tout, trop contente de moi et là, il y a un hippopotame qui arrive sur le côté et en fait, il avance tout lentement et je suis là: «Mais c'est pas possible, il est aveugle», enfin ou il a le nez bouché, tu sais? Normalement, les animaux, ça sent quand même enfin, ils ont quand même un odorat développé et en fait, il s'arrêtait pas et là, quand il était genre à 4 mètres de moi, je me suis dit: «Bah, attends, là, il va me foncer dessus». Du coup, j'ai fait un pas sur le côté et là, il a fait un beuglement de dingue, Oh mon heu, Dieu! avec les dents et tout. Donc j'ai continué à marcher, mais en accéléré, enfin, marcher vite parce que je me suis dit: «Je vais pas courir, ça peut l'effrayer». Bien sûr. Mais je savais pas, tu vois? Je savais pas comment réagir. Donc j'ai juste marché en accéléré et il m'a suivi un peu, il a refait un beuglement et après il a laissé tomber, il est allé, au lac, quoi. Et en fait, le problème, c'est que j'étais entre lui et le lac. Donc en fait, je lui bloquais son accès au lac. Donc Ah! j'ai eu le bol de marcher dans la direction sur le côté, tu vois? Parce que pareil, si j'avais marché genre en En direction arrière, du lac? bah, Ouais. il m'aurait certainement suivi. Parce que je lui aurais remis un obstacle devant le lac, quoi. Ah putain, c'est Donc complètement voilà. Du coup, c'est dingue. après coup. Après coup, tu te dis: «Oh putain, Ah j'ai eu mais du c'est bol, quoi». sûr.
C'est sûr. Mais du coup, si Mike Horn, t'appelle et te dit: «Hello, tu pars à l'aventure avec moi», tu dis quoi? Heu, Bah, en fait, moi, je suis pas du tout dans le trip Mike Horn. En fait, moi, ce qui me plaît à fond dans le voyage, c'est, de rencontrer des gens. C'est, de voir, en fait, c'est quoi la norme dans les différents pays. Qu'est-ce qui est nous, il y a plein de choses qui nous paraissent normales et en fait, quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs, en fait, qui sont pas normaux du tout. Il y a des façons de faire et tout ça. Moi, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse et tu vois, Mike Horn, il a dans le truc La de se survie. mesurer face à la nature et Eh tout et oui. moi, la nature, je sais qu'elle est plus forte que moi. Enfin, tu vois, je me suis déjà fait des bonnes peurs, plusieurs fois. J'ai pas enfin, je ressens pas ce truc de devoir me mesurer à la nature, parce que voilà, je sais que je suis rien par rapport à la nature. Donc voilà et moi, c'est, ouais, c'est le contact avec les humains, quoi, qui me plaît. OK et d'ailleurs, à contrario, je te demandais, quelles étaient les péripéties les plus, dangereuses que tu avais pu, vivre. Quels sont du coup les moments les plus incroyables, les plus, magiques que tu as vécu à travers ces 8 années? Il y a plein de trucs, là, j'étais en train de penser à mon anniversaire de mes 30 ans dans le Yukon, dans le Grand Nord au Canada. Ça, c'était fou comme souvenir. On avait rencontré des gens, mais c'est une rencontre de dingue aussi. Bref, c'était une multitude de coïncidences. On s'est retrouvés avec ces gens, on s'est retrouvés dans un village et ils m'ont fait un super anniv, surprise de dingue, alors que tu vois que je les connaissais genre depuis 2 jours. Ah, c'est ouf. Donc ça, c'était génial. On est allés, ils avaient retrouvé en fait, il y avait dans la montagne, il y avait une ancienne, usine, de l'époque de la ruée vers l'or, enfin de genre il y a super longtemps, tu vois? Genre le truc, genre 150 ans, qui était, démolie et en fait, il restait une partie, sauna qu'ils avaient restaurée avec les gens du village et en fait, on allait dans ce sauna-là, donc tu vois, on a commencé mon anniversaire genre à minuit dans le sauna, naturel, donc c'est avec sauna, c'est avec donc tu vois, ils faisaient un feu en dessous de la cabane et tout, quoi. Ah, énorme. Et ensuite, pour le jour de mon anniversaire, on est allé en canoë sur un lac et au milieu du lac, il y avait une petite île avec un chalet, mais tu vois, genre le gros cliché canadien, quoi. Et C'est on a trop beau, pêché, je vois exactement. et on a pêché avec nos cannes à pêche et tout ça. Et du coup, c'était trop cool, tu vois. On a ramené du coup, on s'est fait un fish and chips pour mon anniv. Et Parfait. tu vois, genre les gars, ils avaient décoré, ils avaient mis des ballons gonflables. C'était des vieux, hein, ils avaient genre, enfin des vieux. C'était plus vieux que nous, quoi. Ils avaient 40, 50 et 60 ans, un truc comme ça, ou 70 ans, je sais plus. Et tu vois, ils avaient décoré avec des ballons, tout ça. Ils m'avaient prévu un gâteau. Enfin, en fait, chacun avait prévu un truc différent. Il y en avait un qui avait le gâteau, il y en avait un qui a ramené des ballons. Il y avait une pote à moi qui était là. Donc elle, pareil, elle avait prévu un petit cadeau et voilà. Et en fait, le soir, on est retourné au lieu où où ils nous hébergeaient. Et en fait, donc c'est au mois d'août, mais en fait, fin août, il commence à faire froid au Canada. Et du coup, on s'est fait un feu dans la cheminée. Et je sais pas, en fait, c'était super cool, quoi. C'était genre tellement. Enfin, c'était une surprise, quoi. Je savais pas tout ce qui allait se passer, donc c'est un super bon souvenir, quoi. Bah, surtout avec des gens Bref, mais il que y en tu a plein connaissais d'autres. pas, en fait. Bah ouais, en fait, c'est d'autant plus touchant que les gens que C'est tu connaisses ça. pas, ils se mettent en quatre pour te faire passer un anniv de foot. Et là, mais les gens, vous êtes trop gentils, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, souvent les souvenirs, en fait, ils sont vachement liés à des rencontres ou des Et gens que ouais. j'ai rencontrés qui m'ont fait passer des super moments. Euh, ouais. Donc voilà, Est-ce qu'il y a c'était juste d'autres, une idée comme. est-ce qu'il y a d'autres rencontres, du coup, qui t'ont marqué? Bah, il y a eu quand même le voilier stop, même si j'ai eu le mal de mer de dingue. Le voilier stop pour la transat, pardon, au tout début de mon voyage, parce que ça marquait quand même le début de l'aventure. Donc c'était hyper important pour moi. Donc le skipper est parti après un mois, mais moi j'ai continué à voyager avec l'autre équipier un mois de plus au Brésil. Donc au final, j'ai quand même voyagé 2 mois avec ce mec-là. Lui, il est resté au Brésil. Après, moi, j'ai continué mon voyage. Il y a eu, je sais plus, il y a une famille qui m'ont hébergé quand même pendant un mois presque à Ushuaia. À l'époque, j'ai essayé de trouver un bateau stop pour aller en Antarctique. Bon, je l'ai jamais trouvé ce bateau stop, mais j'ai passé un mois avec cette super famille. Je sais pas, il y a plein de trucs. Tu fait Bah plein de après, il y a des rencontres amis. incroyables. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, je me souviens de ces gars aussi. J'avais été pris en stop en Argentine par un gars hyper sympa qui me dit tu vas dormir où ce soir? T'as une auberge et tout? J'ai dit bah non, enfin je sais pas, j'ai rien de prévu, je sais pas, je vais voir ce que je fais en arrivant. Et il me dit ah bah si tu veux, il y a toute ma famille qui est en vacances chez moi, viens chez moi quoi. Donc j'arrive et en fait toute sa famille, ils avaient loué un 2 pièces pour l'été. Ils étaient genre 10. Donc tu vois, c'est hyper généreux de Alright. ta part, genre non mais t'inquiète, on va te trouver un matelas. Donc voilà, du coup j'étais avec eux et on a passé 3 jours trop sympas. Donc j'ai rencontré la mère, le frère, nanana. Et en fait, on se dit au revoir.
Au bout de 3 jours, je reprends la route et l'un des frères habite tout dans le sud de l'Argentine et il me dit: «Bah, écoute, c'est sur ton chemin, donc bah, vas-y, prends mon numéro, appelle-moi quand tu viens, on se revoit, dans 3 semaines, quoi». Donc voilà, donc on se dit ciao, tout ça. Je savais que j'allais revoir le frère et genre 2 semaines plus tard, j'ai avancé beaucoup plus lentement que prévu et je suis toujours en Patagonie et là, je suis au bord de la route à la sortie d'un autre village et là, je vois une voiture orange qui s'arrête avec, 2 mecs qui sortent en hurlant vers moi. Je me dis: «Mais c'est qui ces mecs, quoi?» Et en fait, c'était le frère et un pote du frère qui étaient dans la voiture et qui eux aussi avaient changé leur plan. On s'est rencontrés genre par hasard sur le côté de la voiture et du coup, ils m'ont pris en stop. Trop marrant. Et par contre, on n'allait pas exactement dans la même direction, donc on a passé 2 heures ensemble et on s'est dit: «Bon, bah, du coup, salut, on se revoit à nouveau quand je viens dans le sud». Et on s'est revus une troisième fois, du coup, bah, chez eux, mais ça, c'était prévu. Mais toi, c'était trop marrant C'est que énorme. toi, tu es au milieu de la Patagonie, genre à 1000 kilomètres de là où on s'était rencontrés la première fois, les Ouais, mecs c'est qui passent. improbable. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser, tu dormais où la majeure partie du temps? Alors un peu un mélange de tout, beaucoup chez l'habitant, soit par, couchsurfing, soit, tu vois, de façon spontanée, bah, comme là, tu vois, le mec qui m'a pris en stop, il m'a proposé de m'héberger. Des fois juste des gens, que je rencontre dans la rue, enfin, tu vois, si j'ai un bon feeling, pourquoi pas. Je vais dormir chez eux. Après j'ai fait pas mal donc de couchsurfing, donc hospitalité, site d'hospitalité sur internet. Et après ma tante et après la tente, j'en ai pas toujours eu, mais j'ai quand même souvent eu une tente, donc j'ai pas mal dormi en tente et après dans les pays qui coûtaient pas cher, j'allais dans les auberges. OK, d'accord. Tu connais, j'imagine que oui, tu connais Antoine de Maximi qui fait l'émission «J'irai dormir chez vous»? Ouais, ouais, ouais. Du coup, il t'inspire un petit peu, lui, un petit peu plus que Mike Horn? Ouais, déjà plus. C'est plus dans le même délire de rencontrer du monde, C'est tout ça. ça. Après moi j'ai jamais osé, mais peut-être c'est, une connerie de ma part, j'en sais rien, mais j'ai jamais osé demander aux gens de m'inviter chez eux, Ah, c'est contrairement à vrai, plein de OK. monde. Donc moi mais en fait, ça se fait hyper naturellement que les gens me proposent d'eux-mêmes. Mais en fait, j'ai toujours ce truc, en plus avec la différence culturelle, en fait, tu sais jamais trop si, les gens, ils vont se sentir forcés d'accepter ou je sais pas, tu sais, il y a des gens qui savent pas dire non. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'ai toujours un peu ce truc, donc j'ai jamais proposé, demander aux gens, je veux dire qu'ils m'hébergent, mais tu vois, c'est toujours fait, naturellement. Mais bon, au final, c'est la même chose. Tu te retrouves à dormir, chez quelqu'un. Ouais, le résultat est le même. Mais c'est vrai que c'est pas évident, moi non plus. À chaque fois que je regarde, les documentaires avec lui, je me dis: «Mais c'est fou quoi, le culot qu'il a». Et j'adore ce mec, mais c'est moi non plus, je pense pas que je serais, capable de Après, m'inviter comme ça chez les gens. si je me filmais, peut-être. Ouais, mais il insiste vachement, tu vois? C'est C'est drôle. vrai que des fois, il insiste. Ouais, ouais, c'est vrai que des fois, il insiste. Après, le truc, c'est que quand même, quand tu vas dormir chez les gens, ça demande quand même une certaine énergie. Faut faire la discute, faut s'intéresser à Ouais, eux, faut leur poser des questions. Et en fait, donc lui, il le fait tous les soirs parce qu'en fait, son voyage, il dure, je sais pas, 2 semaines. Et puis après, il sait qu'il faut qu'il ait un maximum de contenu. tu vois, de matière pour faire son film. Après, voilà, moi, des fois, genre, tous les soirs, enfin, c'est trop fatigant, en fait. Enfin, je l'ai fait, hein, parfois. Mais des fois, j'avais juste besoin de dormir dans ma tente ou dans une auberge pour juste parler à personne, quoi. Ouais, ouais, Tu non mais rencontres tellement non, mais ça peut paraître bizarre, mais en fait, tu rencontres tellement de monde et ça te demande vachement d'énergie que des fois, en fait, tu apprécies la solitude. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent: «Mais ça va, tu t'es pas sentie trop seule et tout dans ton voyage? Ça a dû être vachement dur». Je suis là: «Mais non, mais en fait, moi, enfin, justement, pendant un voyage, c'est aussi un truc que j'ai appris à apprécier, la solitude, quoi. Enfin, des fois, je suis contente de parce que c'est toujours les extrêmes. Soit je suis avec du monde, 24/24, soit je suis toute seule et du coup, bah, c'est sympa, en fait, d'être tout seul aussi des fois, tu vois? ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on parle de partir seul, mais en général, effectivement, tu rencontres H24 du monde. Enfin, c'est souvent les retours Ouais, d'expérience que j'ai et et tant mieux, en fait, tant mieux. Après, je comprends ouais, que ouais. les moments seuls, ça fait du bien. Au bout d'un moment, tu en peux plus de raconter toujours la même histoire et de et de parler à je ne sais combien de personnes, donc je comprends, complètement ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de différences culturelles. Est-ce qu'il y a des cultures ou des pays qui t'ont le plus marqué ou inspiré? Et ben, tu vois, genre, le Canada, bah, on va peut-être dire plus le Québec parce que j'ai passé 8 mois au Canada, mais j'ai passé 5 mois dans la partie, du Québec. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement, plus avancés sur nous, hyper modernes, hyper avant-gardistes, féministes en plus. Voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient une mentalité, ils sont vachement optimistes. Franchement, j'ai vraiment, aimé leur, façon de penser et leur façon de se détacher un peu des normes, de la société, tu vois?
Ouais. Genre, juste un petit exemple con, mais tu vois, genre, la moitié des gens au Québec, 50 des gens en fait, sont pas mariés et n'ont jamais été mariés. Tu je sais plus c'est quoi le pourcentage, de femmes aussi, je sais plus c'est 10 ou un 10 ou 20 des femmes, qui ont pas d'enfants. Tu vois? En fait, j'ai l'impression que les gens vivent un peu plus libres des normes et voilà, en fait, qu'ils arrivent plus à faire leur choix en fonction de eux, ce qu'ils veulent vraiment et pas de faire les choses, par exemple, de se marier ou d'avoir des enfants, qui est un peu le chemin classique, Tout à fait. qui arrivent un peu de s'affranchir de ça et du coup, bah, pour moi, ça me paraît positif parce que c'est bien que les gens aient la liberté de choisir ça et qu'ils le fassent pas parce qu'ils se sentent, imposés, par la société. Ah mais Donc clairement. voilà et même, je trouvais qu'ils étaient assez ouverts, d'esprit sur plein de choses. Donc voilà et après sinon d'autres pays, mais alors c'est dans un registre complètement différent, la Chine, mais c'est déjà un pays où j'étais déjà allée avant mon tour du monde et que j'adorais. Moi j'adore la Chine parce que je sais pas, parce qu'en fait c'est tellement différent. Enfin, en fait, on a tellement pas grand chose en commun avec les Chinois qu'en fait je trouve ça drôle et je trouve que les Chinois, ils ont une espèce de je sais pas, de spontanéité un peu, alors ça fait un peu enfantin parfois, mais tu vois, genre ils sont très cash, très spontanés. Je sais pas, moi ça me fait beaucoup rire. Je me suis bien marrée en Chine et voilà et pareil au niveau de la culture, enfin toi, j'ai essayé de comprendre des petites choses, mais tu vois, je pense qu'il faut y passer des années pour, comprendre, quelque chose vraiment à la culture chinoise, quoi. Ouais, c'est tellement, mais moi aussi, hein, je te rejoins, j'ai beaucoup voyagé en Chine, de par mon Ouais, métier à l'époque et du coup, c'est un pays que j'affectionne particulièrement et une culture du coup tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, intolérants face à cette ouais, culture, chinoise. Je sais pas, par exemple, ceux qui crachent dans la rue et cetera. Ben, en fait, une fois que tu vis dans le pays, que tu passes du temps, ben, tu comprends, en fait, tu comprends toute cette culture autour de la Chine et mmh, des Chinois et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de comprendre tout ça, ouais et après quand tu clairement. vas au Japon aussi, tu comprends pourquoi, pourquoi les Japonais et les Chinois, ils s'entendent pas. C'est genre diamétralement opposé. Pour le coup, j'ai pas trop adoré le Japon, tu vois? Parce que moi, je préfère quand c'est un peu le bordel et tout ça. Donc Ouais, du coup, tu vois, pour moi, le Japon, c'était un peu trop ordonné et les gens, pour le coup, ils étaient un peu trop lissés, un peu trop automates, ce qui est complètement le contraire en Chine où, les gens, ils sont, ouais, un peu, ouais, voilà, genre à cracher par terre, à te crier dessus dans la rue, ouais, tout ça, c'est à se vrai. marrer ouvertement. Enfin, toi, ça, c'est vraiment une attitude que les Japonais, ils ont pas, quoi. Ouais, non, c'est clair et aujourd'hui, du coup, après un voyage, de ouais, pendant 8 ans, pardon, là où tu as vraiment envie de vivre, c'est en France? Bah, alors après moi je fais pas des projets, tu vois, sur le super long terme donc oui, j'ai envie d'être en France pour maintenant, mais après, tu vois, moi je me projette, genre, sur, 6 mois, 1 an. Ouais, Donc d'accord. après, je sais pas, en fait, tu vois? Est-ce que je c'est pas obligatoirement le but de rester en vivre en France toute ma vie, mais pour l'instant, ouais, je vais rester en France parce que c'est le plus simple aussi. Parce que de toute manière, faut que je me pose, parce que là, j'ai des projets d'écrire un livre, j'ai mon projet de faire un film, d'organiser une expo photo. Donc ça va me prendre un peu de temps, donc je peux pas, voyager pendant ce temps-là et après j'ai d'autres, projets faut que je travaille aussi du coup. Enfin que je reste pas du coup en boulot pour économiser pour repartir et j'ai des projets aussi de voyage à vélo et de voyage à pied. Waouh, incroyable. C'est génial, du coup, tu as commencé à écrire pendant ton voyage? Je pense aux livres et aux films, tu as déjà rédigé, tu as déjà écrit des Alors choses? en fait, j'ai rédigé mais pour moi-même, donc Ouais, pendant 8 ans, je tenais des carnets de bord, tu vois? Où j'écrivais, donc mon voyage, les anecdotes qui m'arrivaient, tout ça et après j'ai écrit aussi sur mon blog Le Monde sur le pouce. Alors pas pour tous les pays, mais pour pas mal de pays, j'ai quand même fait des petits résumés, tout ça, où je raconte un peu, ce qui m'est arrivé dans les différents pays. Donc voilà, donc j'ai toujours écrit, mais là, tu vois, c'est une écriture un peu différente parce que là, c'est pour être lu dans un livre. ouais, bah, oui. Donc faut que je m'implique un peu plus, quoi. Mais voilà et pareil, j'ai énormément filmé pendant mon tour du monde. Alors j'ai fait des petites vidéos sur YouTube. Pareil, c'est sur, Le Monde sur le pouce, ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur YouTube, mais j'en ai pas fait énormément. Donc pareil, j'espère, garder récupérer donc tous mes rushs, pour en faire un film, mais ce sera probablement, une série parce qu'il y a vraiment, beaucoup de choses, tu vois? Ça me paraît compliqué de compresser, 8 ans en 1 heure, donc certainement ce sera plusieurs épisodes. Canon. Eh beh, écoute, j'espère que ces 2 projets verront le jour. En tout cas, c'est des super projets. Écoute, on a un petit rituel, dans, le podcast, je t'en parlais tout à l'heure. Merci en tout cas pour ton témoignage Florence, c'était hyper cool. Est-ce que tu as une phrase peut-être qui t'a je sais pas, qui t'a guidée peut-être pendant ces 8 ans? Ou un conseil que tu souhaiterais partager avec nous?
Alors, un conseil de suivre son intuition. C'est tout à fait vrai, le pouvoir de l'intuition, qu'on minimise un peu Ouais, trop d'ailleurs. c'est un truc que je pense que je me suis beaucoup plus écoutée en voyageant parce qu'en fait, il y a pas d'autre solution. Enfin, en fait, quand on est en voyage, on se retrouve un peu, enfin, j'allais dire vulnérable, mais en fait, finalement, non, c'est pas une vulnérabilité, c'est une force d'écouter son intuition. Donc voilà, on se retrouve un peu à pas savoir, est-ce que les gens, ils sont bizarres parce que c'est la façon dont ils parlent, mais on parle pas leur langue? Est-ce qu'ils sont bizarres à cause de la différence culturelle ou juste est-ce qu'ils sont bizarres parce qu'on les sent pas, quoi? Et du coup, voilà et le fait de suivre son intuition, c'est un truc que j'ai sur lequel je me suis beaucoup plus écoutée en voyage. Donc je pense que c'est un peu le truc le plus important. Et j'ai bien compris que ton rêve d'ado, c'était de faire le tour du monde, mais ton rêve de petite fille, c'était quoi? Et ben, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Je sais pas. Ah ah! Je sais pas, fermière certainement, comme toutes les petites filles, non? Fermière ou infirmière? Non, fermière, dans une ferme avec des animaux. Ah ouais, OK, bah, c'est cool. Ouais Bah, non, c'est trop cool. et et je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait parce que j'ai été fermière pendant 3 mois en Nouvelle-Zélande. Ah, c'est génial. Et alors, tu as kiffé? Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. Après, le seul truc, ça m'a reposé quand même vachement de questions sur moi, je suis, végétarienne, en fait. Donc ça m'a vachement, remis en question sur, bah, tu vois, l'élevage et tout ça, quoi. Donc ça allait pas vraiment, du coup, dans mes principes, mais du coup, c'était intéressant de voir de l'intérieur, bah, du coup, comment ça se passait, dans une ferme. Donc là, c'était une ferme de vaches laitières. Donc c'était quand même hyper, intéressant de voir comment ça se passait. J'ai adoré le côté, vie au grand air et voilà et j'étais dans les montagnes, au fin fond des montagnes pendant 3 mois donc c'était cool. Parfait. Merci beaucoup Florence, c'était très cool d'échanger avec toi et je pense qu'on va te voir un petit peu partout prochainement parce que je vois qu'on parle déjà beaucoup de toi, notamment sur France 3, hein. Et Enfin, ouais, 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 j'étais même invitée, chez France 3. bah, ouais, carrément. C'est canon. Bah, écoute, je te souhaite une très belle continuation Florence et à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!